On se retrouve ensemble pour débriefer le Grand Prix du Japon avec un nouveau leader au championnat du monde des pilotes, Kimi Antonelli. On est parti, bienvenue dans Lights Out. Le Grand Prix du Japon vient de se terminer et nous avons un nouveau leader au championnat du monde des pilotes, Andrea Kimi Antonelli. Baptiste, Quentin, bonjour. On va revenir ensemble sur ce Grand Prix, tout simplement sur ce week-end de Grand Prix au Japon. Comment allez-vous? Ben, ça Ça va va très bien, et super, toi? et vous les gars? La forme, toujours quand vous parlez en même temps, plus c'est trop bien. On est comme ça, on est enthousiaste. C'est que, on fait un petit contraste avec la course qui n'était pas folichon en termes d'ambiance. Voilà, Ici, voilà, on est actif dans le podcast. on C'est rajoute un peu vrai de que folie. j'ai fait cet effort de me lever parce que je me suis dit c'est la dernière, on va se lever tôt, avoir un petit moment, cette ambiance si particulière, on va en profiter. Oh mon dieu, je me suis presque endormi à la fin de course, je vais pas mentir. Ouais, puis Parce la qu'on grasse mat, fait c'était tout pas ça plus pour- mal finalement avec le Grand Prix en différé. Hein. Ouais. Ouais, Baptiste a fait le bon choix de le voir après nous. Mais ton lever aussitôt pour soutenir Raphaël, naturellement, c'était pas terrible. Ouais, non mais on a connu des grands prix un peu meilleurs, surtout en ce début de saison, mais c'est pas grave, on va quand même le débriefer. On va évidemment parler de Kimi Antonelli, on va revenir évidemment sur le crash de Berman, les McLaren, notamment Oscar Piastri qui a bien performé ce week-end, notamment en course. Et puis on a 2 Français sur 3 qui terminent dans les ponts, on aurait pu en avoir 3 même à un moment donné. Baptiste, on va démarrer avec Kimi Antonelli, vainqueur de Grand Prix après une deuxième pole position et surtout il prend la tête au championnat du monde des pilotes. Qu'est-ce que tu retiens de son week-end? Pas son départ en tout cas. Parce que bon, encore une fois, ça a été un départ, un envol très compliqué, mais pas seulement pour lui, hein, aussi pour son coéquipier George Russell, les Mercedes qui sont vraiment en grande délicatesse avec la procédure de départ. Il s'est retrouvé sixième, si je dis pas de bêtises, après le deuxième virage. Il s'est C'est fait ça, ouais. dépasser par les Ferrari et les McLaren. Mais bon, il a quand même pu profiter de la performance de sa voiture pour remonter. Et puis bah, surtout, il a été très chanceux avec le déploiement de la safety car qui est intervenu alors il ne s'était pas encore arrêté au stand. Donc il a pu profiter justement de cette safety car pour bénéficier d'un arrêt gratuit et ressortir devant ceux qui s'étaient déjà arrêtés, à savoir Piastri, Russell, Leclerc et Norris. Et puis, ben, ça reste quand même un week-end assez solide si on enlève le départ, parce qu'encore une fois, il signe la pole position avec presque 3 dixièmes d'avance sur son expérimenté coéquipier qui est George Russell. Donc, ouais, Kimi Antonelli monte en puissance. Le gamin est en train de devenir un homme, j'ai envie de dire. Et il pourrait bien causer du fil à retordre plus que prévu à Russell cette saison. Alors Quentin, le gamin, il a encore beaucoup à apprendre hein, parce que Baptiste dit qu'il est en train de devenir un homme. Mais il y a en effet ce départ catastrophique de Kimi Antonelli, c'est pas le premier sur le début de saison en plus. Non, clairement, bah déjà que les Mercedes semblent avoir du mal, mais pour illustrer ça, je vais simplement reprendre les mots de son directeur d'écurie, Toto Wolff, qui nous a annoncé qu'il allait envoyer Kimi Antonelli dans une auto-école pour lui apprendre à maîtriser l'embrayage. Fin de citation. Pourquoi pas? Non, non, concrètement, il reste encore très jeune, hein, plus jeune leader de l'histoire au championnat du monde des pilotes. Il a encore beaucoup à apprendre, il n'a que 19 ans, effectivement, grosse marge devant lui, bien qu'il nous montre de très belles actions en piste, parfois peut-être un peu trop agressives, y compris dans son style de pilotage. Néanmoins, bah, ça fonctionne et ça fait plaisir. 2 week-ends de suite que le pilote nous offre de belles prestations. Et franchement, bah, ça contraste un petit peu avec l'ennui global de cette course, qui est un Ouais, petit et peu moi, monotone. Et, Oui. et j'ai envie de dire, heureusement que les Mercedes ratent leur départ à chaque fois, parce que ça nous Ah bah, permet ça, une sorte un petit peu de suspense dans les premiers tours avec les Mercedes qui doivent rattraper leur retard sur les Ferrari et maintenant les McLaren. Mais c'est vrai que si les Mercedes avaient un départ aussi efficace que celui des Ferrari, je pense qu'on s'ennuierait encore plus, on se serait encore plus ennuyé dans cette course qui n'a pas été non plus des plus divertissantes. Ouais, c'est un peu ah oui, comme oui, la c'est saison dernière, je me disais à chaque fois que les McLaren rataient leur départ ou qu'elles n'étaient pas en pole, je me disais let's go, on va avoir du suspense avec Max. Parce qu'on savait que dans la performance globale, on était un peu meilleur chez McLaren. Là, c'est chez Mercedes cette saison, donc je te rejoins C'est complètement, ça. Baptiste. franchement, ouais, c'est pas mal, mais surtout bah, avec les McLaren qui étaient revenus un petit peu plus haut dans la hiérarchie, on aurait peut-être pu s'attendre à légèrement plus de combativité.
Néanmoins, on voit sur le rouleau compresseur Mercedes qui, une fois qu'elle est installée dans son rythme de croisière, peut montrer de belles choses. C'est ce qu'elle fait pour le deuxième week-end de suite, le pilote italien. Et franchement, c'est bien d'avoir. Il fait sa transition, effectivement, d'un garçon à un homme, mais le meilleur reste à venir. D'ailleurs, Cette on a transition. parlé du départ. On a parlé du départ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la procédure de départ, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Les 2 premiers feux se sont allumés en même temps. J'ai pas du tout Ah non, ça en j'avais pas tête, fait pour le attention. coup, j'ai pas fait gaffe. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Déjà, lors du premier Grand Prix, rappelez-vous, le 5e feu, c'était à peine allumé, on Ouais, l'avait ouais. à peine vu en direct à la télévision. Et là, les 2 premiers feux se sont allumés en même temps. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est vrai que Pour le coup, je ça m'a pourrais pas assez t'apporter perturbé. d'éclaircissement parce que j'avais même pas vu ça, j'ai pas vu ça passer après la course. Enfin, j'ai vu personne Non plus. relever ça. Je Donc, non, suis je t'avoue que là, pour le coup, j'avais pas fait Et je, suis, attention. me- je me suis demandé si c'était pas à cause de ça que du coup, il y a le temps entre le 5e feu et l'allumage du 5e feu et l'extinction des feux total était assez long. Je me demande si c'était pas à cause de ça, mais ouais, c'était assez surprenant. Hein, pour le coup, j'ai pas fait attention. Pas trop Euh, ça a vraiment dérangé le temps que ça. ouais, je In suis pas fine, sûr parce non qu'on plus. Pour moi, parle pas. parce que Dans les je sais plus G-Bugs comment ça se passe d'affichage sur et ça faisait l'extinction fait des par feux, mais Starfleet. Problème mineur, mais intéressant de le soulever. Baptiste, tu as un œil de lynx. Félicitations. Non, mais je vais aller me renseigner, les filles. Dès demain, mais j'irai surtout, toquer place de la Concorde pour avoir des explications. fais-nous un update, Appelle hein, tes parce contacts. qu'on veut savoir du coup. Là, Avec grand plaisir. Je ne On, manquerai pas de on vous tenir au parlait de courant. Kimi, mais il a son coéquipier qui s'en est alors pas mal sorti, mais qui a eu plus de difficultés sur l'ensemble du week-end, notamment à partir des qualifications. George Russell, Quentin, il se plaignait de sa monoplace déjà samedi et dimanche, ça a été un petit peu plus compliqué aussi. Oui, tout à fait. Il semblerait déjà qu'en qualification, George Russell avait beaucoup de mal à trouver de la stabilité sur sa monoplace, hein. Il manquait beaucoup d'adhérence, apparemment, et ça lui causait beaucoup de phases de survirage, lui faisant perdre jusqu'à 5 dixièmes dans des tentatives de qualification. Pourquoi pas? Apparemment, le problème était plus ou moins résolu pour dimanche, mais la performance restait pas forcément optimale du côté du pilote anglais et qui contraste un peu, ouais, une petite contre-performance. Alors, certains ont dit que c'était déjà la pression Antonelli qui faisait effet, alors qu'on est qu'au 3e Grand Prix de la saison. Pourquoi pas? C'est une théorie, disons que l'anglais commence déjà à surpiloter. Maintenant, les problèmes de réglage arrivent et stabilité, on voit par exemple chez Red Bull, qui était un peu le même cas, notamment avec Verstappen. Voilà, un week-end compliqué à optimiser de ce côté-là du garage Mercedes. Et on espère le voir un peu plus en meilleure forme. Tout est je pense que la performance est mieux revenue sur la fin de Grand Prix, où il a pu reprendre des positions. Mais c'est vrai que sur toute la première partie, et même première moitié, c'était un peu complexe. Pour Bah, Il faut dire qu'il est malheureux aussi avec la safety car, parce que oui, il encore une s'arrête et fois, puis dans la foulée, la voiture de sécurité déployée, forcément, ça permet à Antonelli, j'allais dire Hamilton, mais non, parce qu'au final, il reste devant Hamilton, mais ça permet à Antonelli et Hamilton devant lui de s'arrêter et de bénéficier d'un arrêt gratuit. Donc, forcément, après, il est 4e, je crois, si je dis pas de bêtises, donc il est un peu dans le trafic, on va dire. Et il pouvait pas jouer la victoire avec son coéquipier. alors que justement, on disait que George Russell avait été malchanceux. En qualification, c'est autre chose, c'est un problème de performance, on va dire. Alors, je ne sais pas quel souci il avait exactement avec la voiture, mais là, il voit, on va dire, le deuxième pilote de la grille prendre la tête. On n'est qu'au 3e Grand Prix. Mais Baptiste, est-ce que George, justement, il doit déjà s'inquiéter de la potentielle concurrence de Kimi pour le titre? S'inquiéter, en tout cas, il sait maintenant, s'il ne le savait pas encore, qu'il a un coéquipier redoutable, sérieux, et que ce ne sera pas gagné d'avance pour lui. Après, s'inquiéter, pour moi, ça reste un grand mot, parce qu'on est qu'au 3e Grand Prix de la saison. La saison elle est très très longue, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il a pris la Notamment. mesure du niveau de son coéquipier ou est-ce que tu penses qu'il reste dans cette idée que bon, c'est lui le pilote numéro 1 et qu'a priori il est plus rapide sur la piste? Oh, je pense que tout le monde était au courant, et lui le premier, du talent et de la vitesse de Kimi Antonelli. Maintenant, c'est sûr que, étant donné que Mercedes a désormais une voiture taillée pour gagner un titre, voire deux titres en fin de saison, euh, c'est sûr que maintenant qu'il est devant le fait accompli, il va il va devoir redoubler de vigilance et hausser encore un petit peu plus son niveau de pilotage. Disons que c'est un avertissement pour George Russell. Mais de là à être inquiet, voilà, on a couru que 3 Grands Prix pour le moment. Il n'y a pas encore
le feu au lac, Alors, pour moi. ce qui a été la bascule de ce Grand Prix, donc on l'a évoqué, c'est le crash d'Oliver Biermann avec cette safety car. Quentin, quand on voit les images en direct, enfin même si c'est du replay, en direct, c'est hyper impressionnant le crash d'Oliver Biermann. 50 G Ouais, ressenti pour 50 le G. pilote, le pilote britannique. Ah, Vinez, Ouais. pour toi, il y a un fautif sur ce move par rapport à Colapinto? Je pense que comme dans tous les cas, la responsabilité est relativement partagée, dans le sens où effectivement, ce problème de batterie qui persiste, et surtout ici à Suzuka qui était mis en avant, le super clipping qui force tous les pilotes à littéralement piler pour recharger la batterie. Ça n'a pas fait exception du côté de Colapinto, et on l'a vu tout au long du week-end, ce qui rend les déplacements potentiellement dangereux. C'est avec des grands différentiels de vitesse comme ça, initier un super clipping plus tard sur l'adversaire, crée ces différentiels énormes. Maintenant, est-ce que c'était super smart de la part de l'Argentin de se dégaler milieu de piste pour tenter une défense alors même qu'il y a le super clipping et ce gap de vitesse? Pas forcément. Maintenant, dans le feu de l'action, alors certes, on n'a pas le niveau de pilote F1, mais c'est plus que compréhensible de tenter ce move et de ne pas se prendre en considération le différentiel de vitesse avec Biermann. Néanmoins, les conséquences sont là. C'est Baptiste surtout qui en parlait aussi lors du premier débrief, et aussi pas mal d'autres personnes sur la sphère médiatique, disant que effectivement, cette réglementation commence à se montrer dangereuse. Et d'ailleurs, au moins, s'il y a un effet utile au crash du pilote anglais, c'est que la FIA est maintenant désormais ouverte avec les équipes à la nouvelle répartition entre la puissance thermique et électrique pour les échanges dans les semaines à venir, qui ont pour but de redéfinir un petit peu la réglementation afin de corriger notamment ces problèmes de performance, de lisibilité et de sécurité. Toi, Alors c'est Baptiste? parfaitement résumé par Quentin, mais du coup pour compléter tes propos, mon cher Quentin, oui, du coup il y a un responsable, c'est le règlement. C'est toujours partagé, c'est mita-mita, comme on dit du côté du pays argentin. Non, concrètement, oui, il y a du super clipping d'un côté, une défense un peu hasardeuse de l'autre, mais à la fin, effectivement, le super clipping se montre de plus en plus dangereux Mais quand quand elle est tu te bien retrouves faite. avec 60 km/h de différence de vitesse en ligne droite, c'est super dangereux. Enfin, je pense Bien qu'on sûr. s'est déjà tous retrouvés sur l'autoroute à rouler à 130 km/h et avoir quelqu'un devant nous ou sur la voie de droite à 60-70, c'est super dangereux. Bah là, c'est pour comparer, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Oliver Biermann quand il s'est retrouvé arrivé sur Franco Colapinto. Et les conséquences, elles auraient pu être assez terribles avec l'impact de 50G, comme tu l'as dit, Raphaël. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça fait longtemps, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas vu un pilote autant en Ouais, boiter délicatesse en comme sortant ça. de la voiture, mais là, il se tenait la cheville, enfin, la cheville avait pris cher au moment de l'impact, quoi. Alors, heureusement, a priori, il s'en sort sans fracture avec juste une simple contusion, mais ça aurait pu être vraiment, vraiment dramatique. Et il y a beaucoup de pilotes qui ont dit, mais imaginez ce que ça aurait pu donner si on était à Las Vegas ou à Bakou. Bah ouais, franchement, moi aussi, j'aurais pas aimé que ça soit sur un tel accident se produise sur un circuit urbain, quoi, parce que les conséquences auraient pu être vraiment beaucoup plus dramatiques. Ouais, on va dire simple contusion au genou pour Oli Berman, tu l'as dit. Ça reste hyper impressionnant. Quentin l'a rappelé, on a des questions qui commencent à se poser par rapport à la répartition de l'énergie dans le moteur du côté de la FIA. Ce sera intéressant de voir justement sur cette longue pause d'un mois quelles vont être les décisions qui vont être prises par rapport à ça, quels vont être les questionnements précis qui vont se poser aussi. À savoir, est-ce qu'on laisse les choses en l'état et puis non, les pilotes vont s'habituer, ça va bien se passer, ou est-ce qu'on commence à changer des choses parce qu'en effet, on se rend compte que c'est un peu trop dangereux peut-être, que c'est peut-être plus aussi dans la philosophie de ce qu'on voulait appliquer. Ce sera un terrible désaveu pour la FIA de tout de suite, dès le mois d'avril, modifier son règlement, mais je pense qu'il va le falloir. Il va le falloir parce qu'il y a tellement de critiques et on voit bien que en fait, cette réglementation ne met absolument pas le pilotage en valeur, que c'est surtout de la gestion d'énergie. Et voilà, c'est pas la Formule 1, c'est pas l'essence même du sport automobile. Donc voilà, quand on voit Toto Wolff qui dit ce qui est bien, c'est que c'est de la course pure et dure, c'est juste de la langue de bois, c'est juste parce qu'il a la meilleure voiture. On sait très bien que si Mercedes était en milieu de plateau, il n'aurait jamais tenu ses propos. Donc voilà, ça va être encore très politique ces réunions, chacun va défendre ses intérêts, mais je pense que la FIA, si c'est pas pour cette année, ce sera l'année prochaine, sur le règlement de l'année prochaine, où la part de thermique reprendra le dessus sur l'électrique, à mon avis.
En vrai, elle va être obligée d'être passée cette année avec tout ce qui se passe, l'entièreté des pilotes, des équipes, et maintenant des spectateurs qui s'y mettent en plus, sans compter toutes les autres catégories du sport automobile, un tant soit peu suivi, qui tapent sur la F1. Oui, ce serait un désaveu pour les FIA au bout de 3 grands prix seulement de commencer à modifier leur règlement. Maintenant, quand c'est telle unanimité, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire l'affront au monde entier du sport automobile de dire non, non, on ne change pas, la réglementation est faite ainsi, et peut-être l'année prochaine on reverra notre cahier. C'est pas possible. Bah, alors, présenté comme ça, évidemment, tu le mets sous cet angle-là, mais moi je pense qu'ils peuvent s'acheter du temps, entre guillemets, en disant Oui, justement, bien ok, sûr. dès la saison prochaine, on va modifier les choses. Mais Par contre, pour des négociations, si on est honnête, tout à fait, mais pour moi, il y a quand même quelque chose à changer. Déjà, ce week-end, on a réduit la puissance de récupération de 9 mégawatts et 8 mégawatts justement pour restreindre le super clipping. À un moment, on ne va pas pouvoir restreindre cette puissance de récupération d'énergie indéfiniment. C'est-à-dire que la batterie est essentielle absolument sur toutes les parties du circuit. Il va falloir songer sincèrement à revoir cette copie pour la répartition électrique thermique. Puis là, la F1 a roulé sur 5 circuits au total depuis, enfin avec cette nouvelle réglementation. Je pense que voilà, il y a assez de données pour tirer des conclusions et établir qu'il y a des choses à changer dans ce règlement. ils auront tout le Alors, temps justement d'observer ça sur le mois qui va suivre. Ils ont entre guillemets une opportunité avec ces 30 jours là sans Grand Prix. On va voir les décisions qui vont tomber dans les prochaines semaines. Ce sera évidemment intéressant de les analyser à partir de là. On reviendra dessus évidemment. Je pense qu'il y aura matière à débattre aussi sur, peu importe la décision qui aura été prise, il y aura matière à débattre là-dessus évidemment. oh que oui. Bon résultat aussi pour les Ferrari. Charles Leclerc, on va revenir à la course un petit peu, hein, mais Charles Leclerc termine sur le podium, deuxième podium depuis le début de la saison. Toujours un pilote Ferrari sur un podium pour l'instant, Charles Leclerc ou Lewis Hamilton. Donc ça, Ça fait plaisir. ouais, c'est un Très bon début bien. de saison pour la Scuderia. Lewis Hamilton un petit peu plus en difficulté sur la fin du Grand Prix. Il était provisoirement troisième et puis il a perdu plusieurs places en peu de tours. Quentin, je sais que tu as vu passer une petite info sur Lewis Hamilton justement pendant la course. Ouais, exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le pilote britannique a été naturellement interrogé à l'issue du Grand Prix pour demander qu'est-ce que s'est-il passé après un rythme normalement bon, du moins pour maintenir sa troisième place le long du Grand Prix. En toute fin de course, il passe de la troisième place à la sixième. Après, du coup, avoir subi quelques dépassements, il aurait invoqué un problème de puissance indisponible sur sa voiture. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses qui sont à noter, notamment le fait que Hamilton, pour une raison inconnue, était bloqué à 307 km/h, exemple du tour 42, où il se fait attaquer par Charles Leclerc, donc il n'avait pas de mode overtake ni rien. Et au tour 43, alors même qu'il doit défendre, il active son mode overtake, mais reste toujours limité à 306 km/h seulement. Donc clairement, ça ne marchait plus. On n'a pas la raison pour laquelle appelons-le l'ERS, ce déploiement d'énergie était indisponible, contrairement du coup à ses concurrents. Toutefois, Charles Leclerc semble aussi avoir subi la même déconvenue que lui plus tard dans ce Grand Prix, mais a pu montrer avec George Russell qu'effectivement, ce manque de batterie leur faisait gagner 5 dixièmes au tour sur Lewis Hamilton, permettant ainsi des dépassements relativement simples et qui ont créé ce petit écart entre les deux pilotes de la Scuderia, entre Charles Leclerc sur le podium et Lewis Hamilton un petit peu plus loin. Puis Baptiste, on a aussi les McLaren qui ont bien fonctionné, notamment Oscar Piastri. Je sais que les deux McLaren ont performé. Moi, j'avais envie de saluer plus le travail d'Oscar Piastri sur le week-end. Mais on a deux McLaren qui déjà prennent le départ. Et ça, c'est important. Ben ouais, c'est cool le stage d'observation d'Oscar Piastri qui a enfin pris fin. Il a enfin pu monter dans la voiture, donc ça c'est cool. Et surtout, il n'a pas fait de la figuration, quoi. Non. Il a fait un solide résultat ce week-end. Troisième En place en qualif. qualif, juste derrière les deux Mercedes. Et puis deuxième place en course. C'est cool de voir Piastri à ce niveau-là, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, pour le moment, c'était difficile de se faire un avis sur la performance des McLaren, puisque Piastri n'avait pas pris le départ des deux premières courses. Puis Lando Norris, on l'avait vu assez en difficulté quand même, et à se plaindre énormément du règlement aussi. Là, voilà, c'est un week-end solide. Piastri deuxième, Norris à la cinquième place, qui a donc bénéficié des soucis d'Hamilton
pour grimper dans le top 5. Ça va être intéressant de voir si les papayes vont pouvoir se mêler à la lutte pour les podiums dans un premier temps avec Ferrari, et puis pourquoi pas aussi à la lutte pour les victoires avec les Mercedes. Je serais très heureux qu'on ait une bataille à 3 pour les victoires et les podiums cette saison. Week-end un peu plus consistant, on va dire, que celui des Red Bull, hein, parce que ça a été beaucoup plus compliqué du côté des Red Bull. Oui. Quand on dit beaucoup plus compliqué, c'est évidemment par rapport à ce qu'on pouvait attendre de cette écurie, par rapport à ce qu'ils pouvaient montrer les saisons dernières, évidemment. Avec un Max Verstappen notamment sorti en Q2, Quentin, pendant les qualifications. Isaac Hadjar, lui, a réussi à se hisser à la 8e place, mais Max Verstappen, ça l'a pas fait. Sorti à la 11e place par Arvid Lindblad, notamment, qui a terminé juste devant lui. Mhm. Et puis en course, c'est pas beaucoup plus brillant, on va dire, avec une 8e place décrochée, pas avec peine, mais bon, coincé derrière Pierre Gasly qui fait un excellent week-end, mais chez les Red Bull, c'est compliqué. Ouais, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on attendait de la structure autrichienne, surtout qu'un pilote comme Verstappen. J'arrive même pas à me rappeler quand était la dernière fois que je l'ai vu sortir en Q2. C'était pas Singapour en 2023 C'est possible. Oui, si, c'est son Grand Prix raté de la saison, c'est bien ça. où il se fait sortir par l'AlphaTauri de Lawson. Exactement, et Lawson qui cette saison-là d'ailleurs, je me rappelle de l'anecdote maintenant, était le seul pilote à l'avoir techniquement dépassé en piste pendant le Grand Prix. Mais bref, pour revenir C'est en vrai. arrière, pour revenir à nos moutons, effectivement, on s'attendait pas à ça. Normalement, on voit les pilotes performer, mais tout le long du week-end a été un petit peu comme une procession très fatigante pour Red Bull, entre problèmes de stabilité, manque de performance et d'optimisation. Ouais, c'était compliqué, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de frustration. On a même carrément un Max Verstappen qui commence à évoquer la retraite dans les médias, entre Ça, c'est dingue. cette réglementation qui lui déplaît très fortement, entre ses activités annexes qui ont fait prendre goût à la vraie course, comme il l'appelle, hein. On pense notamment au GT en NLS, au Nürburgring. Non, clairement, bah, ça devient très délicat du côté de l'équipe Red Bull, et Isaac Hadjar qui, pareil, subit également ce manque de performance, toutefois avec encore un petit peu d'optimisation à faire par rapport à son coéquipier quadruple champion du monde. Juste petite précision, parce qu'il me semblait que j'avais un petit doute sur ce que tu avais dit. Et la dernière fois que Max s'est fait sortir en Q2, c'était Brésil 2024, hein. Il y avait eu plus récent que ça. Donc c'était la fameuse Ah course oui, où il remonte complètement le Mais oui, peloton, et évidemment. puis qui termine premier exact. devant Esteban Ocon et Pierre Gasly. Eh oui, le double podium Ouais, c'était Alpine, fou. effectivement. Comment oublier en même temps? Bah, comment oublier, on se demande, puisque personne n'y a pensé ici. Oui, parce qu'on pense tous au double podium Alpine et pas à la victoire de Verstappen. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. On y pense, mais c'est vrai qu'on oublie qu'il était remonté de la 17e place. Bah, c'est ça, parce que Lando Norris qui était loin devant. Enfin bon, bref, on avait déjà parlé entre nous. Double podium Alpine, du coup, et ici, très bonne course de Pierre Gasly, le pilote Alpine, le pilote français Alpine, septième au Grand Prix du Japon, avec une défense qui a duré des dizaines de tours sur Max Verstappen. Lui, il avait eu on va dire le bon timing sur la safety car, ça lui a pas permis de gratter des positions en piste, mais 7e place au final, comme en Chine. Bah, c'est un homme de parole parce que juste avant la course, il avait dit que l'objectif c'était d'être 7e parce que il savait bien que en termes de performance, il n'arriverait pas à rattraper les 6 de devant, à savoir donc les McLaren, les Mercedes et les Ferrari. Et il a tenu face au quadruple champion du monde hollandais toute la course. Ça a été chaud jusqu'au bout, hein, parce qu'on l'a vu jusqu'à la fin. Après le 130R, il était pas loin de céder dans la dernière chicane, mais il a tenu bon. Et Gasly, il faut quand même le noter, c'est le seul pilote cette saison avec les deux Mercedes et les deux Ferrari à avoir terminé dans les points à chaque course. Voilà, c'est pas le cas par exemple des McLaren ou des Red Bull. Donc ça c'est quand même à noter. Et j'ai un peu l'impression de revoir le Gasly chez AlphaTauri en 2021, là, le Gasly qui optimise Toi, t'écoutes la ses performance, interviews, les non? réglages. Comment? Toi, t'écoutes ses interviews, non? Alors, c'est vrai qu'il a dit que c'était peut-être l'une des meilleures voitures de sa Voilà. carrière, mais c'est vrai que j'ai Voilà. un peu l'impression de retrouver le Gasly de 2021 là, donc Ouais, parce ça que fait lui, il a plaisir aussi parce que pour moi l'impression c'était d'avoir une voiture au moins aussi bonne que celle de 2021. c'est ça, mais il optimise tout, il optimise la performance, les réglages, comme je l'ai dit, voilà, seul pilote avec les Mercedes et Ferrari à finir dans le top 10 pour le moment. Donc enfin, on arrive à exploiter ce moteur Mercedes côté Alpine, et puis il va falloir suivre ça de près, mais Et puis, première fois dans ça sa fait carrière plaisir. qu'il termine dans les points sur les 3 premières courses d'une
d'un championnat du monde. On verra si Aussi. si ça se poursuit en mai à Miami. Mais ouais, moi je suis très surpris déjà quand même parce que je m'y attendais pas par ce début de saison de Pierre Gasly. Très heureux, hein. Quentin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me donne le sourire, Ah bah, quoi. bien sûr. Bah, ça fait 2 très bons week-ends de la part du pilote français. Avec les tests de pré-saison notamment, on attendait l'Alpine un petit peu loin, hein, de ces positions-là en piste. Ça fait plaisir de voir un niveau de performance. Je pense que très probablement que Gasly a été écouté au sein de l'équipe pour, heu, pour les directives techniques et le style de pilotage. Donc aujourd'hui, bah, il met ça en valeur. Il prouve encore une fois que c'est un très bon pilote. Et franchement, bah, ne serait-ce que pour la fierté nationale aussi, ça fait plaisir. Franchement, cocorico de voir de très bons résultats pour Alpine et Gasly. On espère que ça continue tout au long de cette saison. Et alors, pour faire un petit point sur le moteur Mercedes qui arrive à faire marcher, je trouve que ce week-end, les équipes motorisées par Mercedes, globalement, ont réussi à bien mieux fonctionner qu'avant. Je ne sais pas s'il y a une corrélation ou pas, mais il y avait quelques plaintes qui avaient été formulées, ça avait un petit peu circulé sur les versions de moteurs peut-être différentes, comme quoi les moteurs Mercedes auraient été livrés, mais un peu sans mode d'emploi. Et étant donné qu'ils ont été obligés de le faire, bah, j'ai l'impression que ça a été diffusé et que maintenant ça fonctionne mieux, n'est-ce pas? C'est En vrai tous les cas, que c'est vrai, Julien et c'est vrai Jacques que les ont fait Williams leur ont bien remarque. marché ce week-end, t'as Ouais, ouais. raison. Bah ouais. Donc en tous les cas, je sais pas si c'est vrai ou non, mais le résultat, en tout cas personnellement, me ravit et ça fait du bien de revoir un petit peu plus de compétition. McLaren, qui cette fois prend le départ, mais est performant, et Alpine, qui permet à Gasly de continuer de nous proposer de très belles prestations. Je signe. Moi, Baptiste, ce qui m'a beaucoup donné le sourire ce week-end, c'est justement de voir un Pierre Gasly souriant. Parce que la saison dernière, je ne sais pas si on l'a vu sourire une seule fois en interview d'après-course ou d'après-qualif. Mais là, depuis le Mmh. début de la saison, on a un Gasly qui est content d'être là, qui est content de la performance, qui est content de la voiture. Et ça Un me peu fait à l'image plaisir. d'Hamilton finalement. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, les deux C'est sont un très peu la potes. même trajectoire. Ah ouais, non, mais ça fait plaisir de voir ça. Bon, on en a d'autres qui vont tirer un petit peu plus la gueule. Si on prend les deux McLaren, Norris, Piastri et puis Max Verstappen, on va dire. Mais du côté français, on va dire, et puis oui, Hamilton, ça réchauffe le cœur de voir aussi ces sourires-là. On a un autre Français qui a fait un bon résultat, c'est Esteban Ocon qui termine dans les points. Seul pilote As du coup a terminé la course et il ramène un point à son écurie. Très grosse performance aussi d'Esteban parce qu'il fait une course qui est solide. Un Quentin. Ouais, tout à fait. Et même en qualification, d'ailleurs, après avoir passé le début de fin de saison passée, ce début 2026 à souffrir de la comparaison avec son jeune coéquipier Oliver Burman, cette fois, bah, il s'est montré devant sur le week-end. Ça fait plaisir. Il le devance en qualification, il le devance en course, avant l'accident malencontreux de son coéquipier quand même. Mais bah, et Esteban Ocon aussi qui performe, remontre un peu de joie. Et bah, ça fait du bien de voir comme ça. On espère aussi que ça va continuer et de pouvoir rester dans une belle dynamique qui lui permettra à coup sûr de reprendre un petit peu ses marques de performance et de nous remontrer l'étendue de son talent. Moi, ça me rappelle sa période 2017 chez Force India où il était très bon. J'aimerais bien revoir ça et c'est un peu la dynamique qui est en train de réinstaurer au sein de chez As. Baptiste aussi, ce qu'il y a d'important pour As et l'écurie, c'est de voir que si on a un pilote du coup qui se plante, c'est de pouvoir compter aussi sur le second pilote. Ayao Komatsu avait insisté sur l'importance de la saison et des performances d'Esteban Ocon en 2026. Le message aussi envoyé, bien que ce soit qu'une 10e place, on va dire, il est important envers son directeur d'écurie. Bah, c'est clair, quand tu vois tous les coups de pression qui se prend depuis l'intersaison sur son pilotage et sur son niveau comparé à Oliver Burman, c'est clair que c'est important pour lui. En plus, Suzuka, c'est son circuit préféré, donc il avait d'autant plus intérêt à bien performer ce week-end. Et voilà, il montre qu'il est encore là. Alors, la saison est longue, hein, donc c'est pas sur 5 Grands Prix que As décidera de le prolonger ou non. Mais c'est sûr que c'est important pour lui de performer et de montrer que face à Oliver Biermann qui je l'ai dit précédemment dans le présent épisode, pourquoi pas postule à remplacer, pourquoi pas Lewis Hamilton quand il partira de Ferrari. Ben, c'est important de montrer qu'il est là et qu'il en a encore sous la pédale malgré ses 10 saisons déjà en Formule 1. Pour la confiance, c'est important. Pour l'écurie, son avenir aussi, c'est important. À voir justement s'il va réussir à continuer dans cette bonne dynamique. Je l'espère, parce qu'évidemment, petit pilote français, donc Cocorico. Mais j'aimerais bien, parce que c'est vrai que sur cette saison, on l'a déjà dit, mais c'est pour moi en tout cas celui dont l'avenir est le plus incertain. Et j'ai vraiment peur. J'aimerais pas le voir partir de cette grille de Formule 1.
À la limite, il y aurait pourquoi pas Cadillac, mais bon, Cadillac a déjà Pérez et Bottas. Oui, voilà. Mis à part si vraiment il y en a un des deux qui a une grosse chute de régime, je verrais pas Cadillac se séparer des deux l'année prochaine. Donc, ouais, Ce c'est serait un important peu pour Ocon de surprenant. performer. Voilà, en espérant qu'il garde cette bonne dynamique pour le prochain rendez-vous qui sera dans un petit peu plus d'un mois à Miami. On va faire un petit point sur les classements, pilotes et constructeurs. Baptiste, je vais te laisser le micro parce que je sais que tu adores ça, que tu attends ça à chaque fois. Évidemment, évidemment. Et donc, tu l'as dit en début d'émission, Kimi Antonelli, le plus jeune leader au championnat du monde de l'histoire de la Formule 1, avec 72 points, 9 points devant son coéquipier George Russell, qui est donc deuxième. Suivent les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Leclerc est troisième avec 49 points et Hamilton quatrième avec 41 points. Lando Norris est cinquième avec 25 points. La grosse progression de ce week-end, c'est celle d'Oscar Piastri qui gagne 6 places et se retrouve sixième avec 21 points. Oliver Biermann est septième avec 17 points. Pierre Gasly, huitième avec 15 points devant Max Verstappen et Liam Lawson. Les deux autres Français, Isaac Hadjar et Esteban Ocon. Hadjar est 12e avec 4 points et Esteban Ocon 15e avec 1 point, le point qu'il a récolté ce week-end au Japon. Et du côté des constructeurs, c'est toujours Mercedes évidemment en tête avec 135 points, devant Ferrari avec 90 points. McLaren est troisième avec 46 points. Haas toujours quatrième avec 18 points. C'est Alpine qui gagne 2 places chez les constructeurs et se retrouve 16e à égalité de points avec Red Bull. Racing Bull, c'est 7e avec 14 points. Audi et Williams sont toutes les deux à la 8e place avec 2 points. Et enfin, Cadillac et Aston Martin ferment la marche avec 0 points encore. Pierre Gasly, 15 points cette saison. Pierre Gasly, la saison dernière, c'est 22 points. On est à 3 courses. Il a déjà marqué presque autant de points que la saison dernière. Je ne peux que m'enjailler en imaginant le reste de la saison, même s'il n'y a pas de podium, même s'il n'y a pas de victoire. Tant que moi, là, je vois un Pierre dans les points, ça va me ravir. Je ne sais pas vous, mais moi, je serais content. Et il est devant les deux Red Bull au classement général quand même. Ouais, Voilà. c'est important ça aussi. Mieux que dans les points, le voir à des 7e places comme ça, le meilleur des autres, bah, ça fait plaisir. C'est ça, parce qu'il y a les 3 top teams devant et c'est lui qui mène finalement. C'est ça. Voilà, chef de file. Ah, c'est bon ça. Oui, exactement. Il y a quand même Oliver Biermann qui est 7e avec 17 points, qui est devant lui. Mais oui, sinon, qui a ce crash, malheureux. Deuxième meilleur des autres, on va dire. Oui, c'est ça. Mais on a quand même une grosse performance du Normand depuis le début de la saison et on espère encore une fois que ça va continuer. Réponse, élément de réponse dans un mois, quoi. Yes. Bon, voilà. Parfait. On fera justement une petite pause. Nous, comme la F1, on fera une petite pause sur les émissions. On se retrouvera d'ici un mois, évidemment, pour parler du Grand Prix de Miami. Et puis d'ici là, je ne sais pas comment vous allez occuper vos week-ends maintenant, mais il va falloir trouver une occupation à nos dimanches maintenant. On pourra regarder du GT, puisque maintenant les GT3 passent à la même vitesse dans le 130 R de Suzuka que le... Voilà. Si vous vouliez la stat. Et ben on ira rajouter. La stat pour abattre. C'était... Non mais ça c'est fou. Ah mais si aussi, un petit truc qu'on n'a pas dit. Fernando Alonso et papa. Ça c'est vrai. Oui. Raphaël, qu'est-ce que t'en penses en tant que grand frère? Mais je savais même pas qu'il était en couple. On en parlait avec Baptiste, on disait mais je crois que personne ne savait. Mais attends, surtout t'as pas vu la meilleure, le nom de son gamin. Alors dis-moi. C'est Fernando Alonso aussi. Non, il l'a appelé Fernando Junior. C'est pas possible. Pas fan de ce truc-là, mais vas-y. Non mais ça faut arrêter. Hein. Ouais vraiment. Les Neymar Junior, Fernando Junior. Ce qui veut dire qu'on aura un Fernando Alonso en F1 jusqu'en 2065. Ah bah là oui. Et puis il y aura aussi Carlos Sainz Junior aussi, t'inquiète pas, il sera là. Enfin bon bref. Bon, on se donne rendez-vous d'ici un mois pour en reparler et puis on verra quelle surprise nous réserve la suite de la saison de Formule 1. À très vite tout le monde. Allez, bisous. Salut.